Donc bonjour, je m'appelle Anne-Marie Trébulle. J'ai été pendant 18 ans directrice des soins dans un centre de soins palliatifs à Paris. Et à ce titre, je pense avoir une bonne expérience de la fin de vie et de toutes les souffrances qui sont liées à la fin de vie et à ce que les gens traversent comme épreuve. Une loi qui légaliserait l'euthanasie est très inquiétante à mes yeux et de par mon expérience. Parce que je ne connais personne qui soit serein du début jusqu'à la fin. C'est pas possible. Il y a des moments où les étapes du mourir ont été bien déterminées par des gens très connus comme Elisabeth Kubler-Ross. Et on passe par des périodes de révolte, on passe par des périodes de dépression. L'acceptation, ça vient à la fin, si tant est que tout soit linéaire. Et dire à des personnes qui sont dans une période de dépression, on peut vous aider à mourir, qui va résister à l'envie de se faire euthanasier? C'est compliqué. Alors que dire à la personne, je ne pourrais pas soulager ta souffrance à 100%, mais par contre je vais l'atténuer et la rendre supportable parce que les souffrances physiques, on arrive à les atténuer, et bien du coup ça c'est pas du tout la même prise en charge. Une loi qui légaliserait l'euthanasie me fait peur à différents titres. Il y a des gens qui veulent être euthanasiés, qui disent « je serai euthanasié si jamais je suis dans tel état ». Mais ça, ce sont des gens en bonne santé qui proposent, qui disent ça. Je ne m'imagine pas réduite dans un lit à ne plus pouvoir faire ce que je faisais habituellement. Quand on vieillit, par exemple, ou quand on est malade, notre univers se restreint. Alors bien sûr, on ne pourra plus traverser le monde, bien sûr, on ne pourra plus faire tout ce qu'on voulait, mais on va trouver des joies dans d'autres prises en charge, dans d'autres moments, dans d'autres façons de vivre, à partir du moment où on a soulagé nos souffrances. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que la souffrance, c'est pas une seule chose. C'est pas une souffrance, on parle de souffrance globale, mais à l'intérieur, il y a plein de petites choses qui se jouent. Il y a la souffrance physique, et ça, on peut l'atténuer. Alors, je ne vous mentirai pas en vous disant qu'on peut la réduire complètement. Moi, je suis infirmière, je ne suis pas médecin, mais je sais qu'on peut la réduire à des doses supportables. La souffrance existentielle, la peur de mourir, c'est quand même très compliqué. Mais vous avez deux solutions. Soit vous empêchez les gens de parler, donc vous les piquez, comme ça au moins c'est tranquille, ils ne vont pas nous dire qu'ils ont peur de mourir. Ou alors vous vous asseyez à côté d'eux, vous les écoutez, vous mettez des gens à leur disposition et vous les prenez en charge. Et en fait, l'euthanasie, dire qu'on va pouvoir euthanasier les personnes, accepter l'euthanasie, ça veut dire retirer à toute personne malade le droit de dire « j'ai peur, je suis angoissée, je ne veux pas mourir ». Parce que si jamais j'en ai assez et que je dis je veux mourir, ben vous allez passer à l'acte. Alors qu'en fait, c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai peur de mourir et je veux qu'on m'écoute et je veux qu'on écoute quelle peur j'ai. Et donc voilà, la loi pour l'euthanasie va nous priver de moments avec nos familles extraordinaires. Dans mon expérience passée, j'ai été bouleversée plusieurs fois par différentes personnes, par des personnes qui sont arrivées en demandant l'euthanasie et qui ne sont jamais parties de l'endroit où je travaillais. Parce qu'en fait, c'était leur façon de s'exprimer. Donc ça, c'est déjà une réalité et qu'il faut savoir. Je vis parce que j'exprime ma volonté et par contre, nous, on n'a jamais attaché personne, les gens ne sont pas partis. C'est quand même assez interpellant. Donc, pouvoir dire ce qu'on ressent, c'est très important. L'autre chose qui m'a interpellée, c'est ces personnes qui ont décidé de venir en soins palliatifs parce qu'ils avaient envie d'avoir une qualité de vie pour la fin de leur jour. Et en vous parlant, j'ai plein d'images j'ai plutôt des images de femmes là qui me reviennent, des mères de famille qui ont préparé leur fin de vie et qui ont voulu passer des moments privilégiés avec chacun de leurs enfants, avec leur mari, avec leur famille, pour pouvoir leur dire des choses. Et être dans un univers sécurisant, ça leur a permis de pouvoir être tranquille, être pris en charge elles-mêmes au niveau physique, psychologique, et puis de pouvoir vivre avec leur famille. Si au moment où on leur annonce que la maladie est trop difficile, ou ça ne va plus marcher, si à ce moment-là on leur dit on peut vous euthanasier, eh bien certaines vont passer à l'acte. Alors je parle au féminin, mais bien sûr pour tout le monde. Et donc encore une fois, on va priver les gens de moments privilégiés. Et puis une autre raison qui peut être aussi très inquiétante dans la loi, c'est de se dire que j'ai une famille autour de moi, je suis aimée et pour ma famille je vais rester. Et puis je suis vulnérable, je suis pauvre, je suis vieille, est-ce que je ne vais pas être euthanasiée? Je suis un poids pour la société. Et qui va dire toi tu as du prix à mes yeux, ta vie a quelque chose à donner, il faut on a besoin de toi.
Donc en fait, on est encore en train d'écarter la société avec certains qui vont être privilégiés parce qu'ils ont un entourage familial, ils ont des gens autour d'eux qui comprennent ce qui se passe, et puis d'autres qui vont être peut-être, on en a vu beaucoup, des SDF qui viennent mourir chez nous, des personnes étrangères qui arrivent et qui ont un cancer et qu'on prend en charge. Ceux-là, on va se dire, ça coûte cher, on va les euthanasier. Donc c'est très dangereux. Alors, je ne peux pas parler pour tous les soignants, mais tous ceux que je connaisse en tout cas ont choisi de rentrer dans leur... alors, moi, je vais parler pour les infirmières, je suis une ancienne infirmière. On rentre à l'école d'infirmière pour soigner quelqu'un. Déjà, première chose, on ne rentre pas pour soigner une maladie, on rentre pour soigner quelqu'un, dans toute sa globalité. Et donc, si jamais vous êtes hospitalisé, vous n'êtes pas simplement une jeune femme devant moi, vous êtes aussi une sœur, une mère, une fille, vous avez une vie sociale. Et donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et donc, malheureusement, dans notre système de santé maintenant, on est tellement pressé qu'on ne prend plus la personne en compte dans sa globalité. Si en plus, on est pressé, le temps file, et qu'on nous dit qu'il nous faut de la place, et que vous êtes en fin de vie, est-ce que ça a du sens de vous garder ou pas? Voilà, je pense qu'il va y avoir une perte de confiance. Et la confiance entre les soignants et les soignés, c'est vraiment ce qui est fondamental. Je l'ai vu dans toute ma carrière, donc ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le milieu hospitalier. Quand il y a une confiance qui est établie, ça se passe beaucoup mieux. Alors, on n'est pas dans un monde parfait, mais ça se passe vraiment, vraiment beaucoup mieux quand on a confiance. Et si vous avez devant vous un médecin qui va peut-être vous suggérer que votre femme, votre mari, votre père a vécu trop longtemps, est-ce que vous allez avoir confiance? Et s'il y a quelque chose qui se passe, un problème de santé dans la prise en charge, est-ce que ça va être naturel ou est-ce qu'il y a eu une petite aide? En plus, on utilise un vocabulaire qui n'est pas bon. On dit qu'on aide les gens à mourir. Ça veut dire quoi, aider les gens à mourir? Moi, j'ai jamais aidé personne à mourir. J'accompagne les gens qui vont mourir. Mais c'est pas du tout la même chose. Simplement, les accompagner dans le grand public. Quand je parle dans ma famille, autour de moi, on m'a dit « Ah, c'est bien, tu les aides ». Donc, je les aide à vivre. Je les aide à vivre jusqu'au bout. Je les aide pas à mourir. C'est très différent. Très, très différent. En fait, la confiance, c'est une petite plante fragile. J'aime bien cette image. Et donc, quand elle commence à être un peu abîmée, parce que les relations, c'est jamais fluide du début jusqu'à la fin, si la confiance commence à être altérée, eh bien, on devient méfiant. Et s'il y a un accident qui se passe à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a vraiment on a fait tout ce qu'on pouvait pour mon proche, ou est-ce que, encore une fois, quand un malade a besoin de dire j'en ai assez. Alors, dans l'endroit où je travaillais, il y avait énormément de bénévoles, et donc les malades ne disaient pas la même chose aux bénévoles et aux professionnels. Parce qu'à un bénévole, vous pouvez lui dire j'en ai assez, je suis fatigué. Et puis le soignant arrive, le bénévole, il ne va rien vous faire, enfin, il n'a pas de poids sur votre prise en charge, il est juste là. Alors que le soignant, il peut avoir du poids. Et donc vous ne dites pas à un médecin la même chose. Donc dans la même conversation, vous pouvez avoir un malade qui va dire au bénévole j'en ai assez, il faut que ça s'arrête. Le médecin arrive 5 minutes plus tard et le même malade va lui dire « Docteur, dans 3 semaines, j'ai rendez-vous avec mon cancérologue, vous n'oubliez pas ». C'est le même malade, c'est la même réalité, c'est l'ambivalence de tout être humain. Entre la vie, la mort, je veux continuer, j'en ai assez. Et c'est encore une fois toute l'écoute et tout ce qu'on va mettre autour pour le prendre en charge, pour l'accompagner, qui va permettre de fluidifier la fin de vie. Quand on voit les affaires très médiatisées, les demandes d'euthanasie sont faites par des gens qui sont soit en bonne santé, soit qui refusent les soins palliatifs et la prise en charge de leurs symptômes. Et j'ai eu la grande chance d'aller participer à l'espace éthique d'un hôpital militaire. Et on discutait des directives anticipées avec un des médecins. Et le médecin me disait « Ah non, mais les directives anticipées, c'est pas du tout pour nous. On envoie un homme jeune dans un conflit, on va pas lui dire « Mon petit gars, si jamais tu meurs, si jamais tu es blessé, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer, pas continuer les soins? Donc c'est pas possible, c'est pas pour nous. » Et nous, on leur disait « Pourquoi? Parce qu'ils vont partir au combat et il faut pas leur mettre dans la tête qu'ils vont risquer de mourir. Ou surtout qu'ils risquent d'être blessés. Mourir, à la limite, c'est radical, mais être blessé et être handicapé après, ça va être compliqué. Et pour nous, les directives anticipées, c'est trop tard. Parce qu'en fait, les personnes qui sont déjà en soins palliatifs, on ne va pas faire des choses disproportionnées pour eux, puisqu'on va prendre en charge, on va juste les accompagner dans ce qu'il leur reste à vivre, ce qui est très différent. Donc on ne va pas faire d'acharnement. Et donc du coup, vous voyez déjà, là, il y a un problème de temporalité.
Quand est-ce qu'on demande les directives anticipées à la personne? Et donc je reviens aux demandes d'euthanasie. Si je vous demande si vous voulez un jour être vieille, impotente et toute seule et dépendante, vous allez me répondre non. Le jour où vous serez âgé, vous vous direz peut-être que le fauteuil, le déambulateur ou la canne, c'est pas si dramatique que ça. Et puis après, vous serez en fauteuil roulant. Bon. Si vous êtes entouré des gens que vous aimez, eh bien, tout vous sera supportable. Si jamais vous êtes toute seule, si jamais vous avez des conflits familiaux, si jamais, là, ça va être plus compliqué. Et donc, encore une fois, il y a une grosse différence entre ceux qui peuvent être accompagnés parce qu'ils ont une famille et qui, du coup, vont pouvoir les écouter jusqu'au bout, et puis ceux qui, par lassitude, vont dire « faut que ça s'arrête ». Le même malade peut exprimer à des personnes différentes à la fois son désir de vivre et son désir de mourir. On est ambivalent, les désirs sont fluctuants et en face de nous, on va s'exprimer en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et donc, si jamais c'est quelqu'un... pour moi, les personnes à qui on parle le plus dans un hôpital, c'est les agents hospitaliers et les bénévoles. Ils ne nous font pas de mal, ils ne nous touchent pas. Les agents hospitaliers font le ménage, ils nous font une belle chambre. Les bénévoles, ils sont là pour être la société qui est présente auprès de nous. Les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, tout ce monde-là, ça peut peut-être avoir une action sur ma santé. Donc je ne vais pas leur dire la même chose. Et donc à ceux-là, je vais leur dire que j'ai envie de vivre. À d'autres, je vais dire que j'ai envie de mourir. Alors c'est caricatural ce que je vous dis, hein. C'est pas si manichéen, mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose de ça qui se joue. Lors d'une fête organisée dans l'établissement où je travaillais, des personnes sont venues alors qu'ils avaient perdu leurs proches quelque temps avant. Et une famille, voilà, moi j'ai fait du public relation, et il y a une famille qui m'a dit « Ah mais on garde des très très bons souvenirs de notre passage chez vous, ça a été les plus beaux jours de notre vie ». Et donc ça m'a interpellée et j'ai demandé qui ils avaient perdu. Et ils avaient perdu un jeune homme de 36 ans qui était mort chez nous. Et donc c'était ses parents, ses frères et sœurs et sa compagne qui étaient là. Et en fait, ils avaient tellement vécu intensément la fin de vie de cette personne, ils ont tellement échangé en vérité autour de lui, qu'ils gardent un souvenir apaisé. Et l'euthanasie, le risque, c'est aussi ça, c'est de... peut-être que ça va soulager les souffrances de celui qui part, mais ça va bouleverser toute la vie de l'entourage. Parce qu'il y a des choses qui ne sont quand même pas tout à fait ajustées. On est en soins palliatifs et on a 3 malades. Un malade qui extérieurement est très atteint, mais qui veut vivre. Un malade qui extérieurement est très atteint et qui ne demande rien. Et un malade qui extérieurement n'est pas atteint, ce qui ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, hein, et qui demande l'euthanasie. Et alors vous passez d'une chambre à l'autre en disant « Bonjour monsieur », et on vous prend en charge, et comment va votre douleur, et est-ce que vous êtes soulagé? Et puis la chance suivante, on regarde ce que le malade veut, et la troisième, la personne qui nous paraît la mieux, on lui dit « Bon bah c'est l'heure, c'est le moment, vous êtes prête? On pratique l'euthanasie ». Enfin, vous voyez, pour un soignant, ça me paraît complètement disproportionné. Malheureusement, dans les services hospitaliers maintenant en France, on en parle beaucoup, mais il n'y a plus assez de personnel. D'ailleurs, il n'y a plus d'infirmières. Hein. Et si on légalise l'euthanasie, je pense qu'en plus, on va faire perdre encore des gens. L'euthanasie, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. Ça a été dit par des tas de gens et c'est exactement ça en fait. C'est soulageons les personnes, prenons-les en charge. Parce que c'est nécessaire et parce que l'euthanasie, c'est un peu ceux qui veulent l'euthanasie nous sortent toujours des cas extrêmes de gens qui n'ont pas été bien pris en charge. Donc si on arrive à soulager toutes les souffrances de la personne ou à les atténuer ou à les rendre supportables, là on n'aura plus besoin d'euthanasie. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que on va perdre la confiance entre le Covid, l'épidémie de Covid a déjà altéré la confiance entre les soignants, entre les professionnels. Vous avez des professionnels de la médecine qui vous disent oui, les autres qui vous disent non, les autres qui vous disent gris, les troisièmes qui vous disent blanc. Enfin, il n'y a plus de confiance. Si en plus on légalise l'euthanasie, on va directement s'engouffrer dans cette perte de confiance encore une fois. L'euthanasie, c'est une atteinte à la liberté. C'est m'empêcher de dire que je souffre. C'est m'empêcher de dire que j'en ai assez. C'est parce que j'aurais peur qu'on passe à l'acte. Ceux qui veulent l'euthanasie sont contre la liberté.